Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview. Aujourd'hui, on s'occupe des Toronto Raptors et du Utah Jazz. Il va y avoir pas mal de choses à dire entre cette équipe des Raptors assez surprenante et cette explosion du Jazz, l'été qui n'a pas été de tout repos. Eh bien, je ne vous embête pas plus avec cette introduction et on est parti directement au Canada. Et oui, mesdames et messieurs, direction Toronto pour parler des Raptors. Let's go! The NBA is back. Les Raptors ont donc terminé 5e de la conférence Est, comme vous l'avez d'ores et déjà compris, un bilan de 48 victoires pour 34 défaites, et c'est quand même une très très grosse surprise de les retrouver à la 5e place de la conférence à la fin de la saison, tout simplement. On les attendait beaucoup plus bas, même si d'un bon collectif, il y avait de grosses équipes dans la conférence Est. Ils profitent aussi de la perdition des Nets, les Cavs qui ont des soucis de blessure. Donc, mais tu finis quand même 5e. Pareil, les Bulls aussi qui ont un petit peu dégringolé. Mais tu finis 5e. Toi, tu as fait ton travail. Et de quelle manière? Par où on commence? Déjà, Nick Nurse. Comment ne pas féliciter Nick Nurse qui, je l'ai dit, pas des joueurs de ouf, mais un bon gros collectif et des joueurs qui jouent beaucoup, des joueurs qui jouent énormément puisque Van Vliet et Siakam ont terminé la saison avec presque 38 minutes de moyenne et je sais plus où est-ce que ça les classe exactement dans les joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu par match, mais ils sont dans le top 10 aisément tous les deux. Et on peut même compter OG Anunoby qui a 36 minutes, Scottie Barnes, rookie, qui est à 35,4 minutes, et Gary Trent Jr. à 35 minutes. Bon voilà, tous les 5 majeurs ont beaucoup joué, mais ça a fonctionné comme ça. Ils étaient un peu crevés en playoff, mais on aura l'occasion d'aborder le sujet juste après. Je vais commencer du coup par féliciter évidemment Nick Nurse, mais aussi Fred VanVleet qui est All-Star l'année dernière, qui a été énormissime. Mine de rien, un petit peu galère, je crois, le début de saison, ou c'est pour Siakam, peut-être pour tous les deux, mais il y a un mois de janvier absolument dinguissime, ce qui fait qu'il arrive à se qualifier pour le All-Star Game, tout simplement. Sur les moyennes, on est à 20 points, presque 7 passes, mine de rien, une bonne défense, hein. Il est petit, Van Vliet, mais tu vois qu'il a appris à jouer au basket aux côtés de Kyle Lowry, et que défensivement, ça crée des passages en force, ça a la hargne, donc c'est un super joueur, et des deux côtés du terrain. Il se bat bien. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Un début d'année 2022 de feu pour Van Vliet. Donc, j'ai pas les stats exactes sur les matchs, mais vous avez capté. À ses côtés, je l'ai dit, Pascal Siakam. Pas All-Star, lui, du coup, mais pareil, meilleur scoreur de l'équipe avec presque 23 points par match, 8 rebonds, 5 passes, mine de rien. C'est un très très bon passeur et une très très grosse saison l'année dernière. Bien meilleure que sa saison 2021. Statistiquement c'est meilleur déjà, et puis même dans le jeu, en fait, dans le jeu il y a plus où il y a moins déjà ces critiques sur cette fameuse toupie Pascal Siakam. Donc il a su un petit peu se développer encore une fois dans son jeu et être énorme pour porter cette équipe, tous les deux, le duo Van Vliet Siakam. Donc très très fort, félicitations à eux. Et puis à leur côté, OG Anunoby qui a fait que 48 matchs, tiens, donc c'est pas énorme. Qui a joué 80 matchs dans cette équipe? Chris Boucher 80, Scottie Barnes 74, 60 matchs. Les gars n'ont pas joué beaucoup de matchs, ça joue les 70 quoi, mais ça s'est reposé un petit peu, où il y a eu peut-être des petites blessures, j'ai plus en tête. En tout cas, du coup, je le disais, OG Anunoby qui
pas une saison décevante, parce que défensivement, il est toujours incroyable. Ça se développe au tir à 3 points, mais ça pose pas beaucoup le ballon. Ça ose pas, et du coup, il n'a pas explosé comme j'aurais aimé le voir, entre guillemets, exploser à près de 20 points de moyenne. Il est à 17, c'est très bien, mais à presque 20 points ou 20 points de moyenne, j'aurais bien aimé le voir se montrer un peu plus offensivement. Il fait quand même une très très grosse saison. Gary Trent Jr. aussi, franchement sur le poste 2, lui, il a bien trouvé son équipe. Voilà, il apporte du spacing, gros côté offensif, puisque j'en parlerai sur la projection de la saison prochaine. Mais j'ai un petit doute sur le côté offensif des Raptors, et du coup Gary Trent, il s'inclut parfaitement sur l'attaque, et il développe des points, quoi. Donc c'est très bien. Comment ne pas parler de Scottie Barnes? Là, je fais un petit peu le 5 majeur. Donc, Scottie Barnes, le Roy, mon chouchou des rookies de l'année dernière. Très impressionnant, défensivement incroyable. Il était capable de se cogner des LeBron, des Kawhi, j'allais dire, mais il n'y avait pas Kawhi. Donc, des gros joueurs sur les ailes. Et 15 points quand même de moyenne, presque 7,5 rebonds, 3,5 passes, pardon. Et puis, euh, et puis cette capacité à créer du jeu qui n'était pas forcément attendue. Honnêtement, poser le ballon, prendre la balle en tête de raquette, et créer le jeu, dribbler, aller vers le cercle. Franchement, très 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 fort Scottie Barnes. J'attends beaucoup de sa saison sophomore. Mais déjà, voilà, une première saison rookie entièrement réussie, et avec le trophée. Même s'il aurait pu très bien aussi aller du côté de Cleveland avec Evan Mobley, ça marche bien. Moi j'aime bien qu'il ait eu le Roy, en plus remis par Vince Carter, qui avait été lui-même élu rookie de l'année. Donc une belle image sur la fin de saison, très très cool. Euh, pour parler un peu des gars du banc, Chris Boucher qui fait le taf, Tadeusz Young qui s'est bien incorporé dans cette équipe, je trouve, qui est arrivé à la trade deadline, mais qui a bien joué. Precious Achiuwa, le gars qui venait du Heat, et à combien il tournait en moyenne de 3 points là, Achiuwa? 36%, donc pas énorme, mais il a eu des phases où ça rentrait des 3 points à balle, donc qui était hyper impressionnant. On s'attendait pas du tout à ce qu'il soit capable d'envoyer des bombes de loin comme ça, donc c'est énorme. En plus donc de ces deux-là, t'as Kem Birch qui joue un peu, Malachi Flynn qui était assez attendu, qui a eu des petits soucis de blessure, je crois, puisque ça joue pas énormément de matchs, ça joue 44 matchs, et puis pas énormissime, voilà. On aurait pu croire qu'ils prennent le poste de sixième homme, voilà, envoyer du point en sortie de banc. Ça n'a pas été trop le cas. Surtout qu'il avait fait quelques bons passages sur sa première saison, donc un petit peu décevant, sans plus, quoi. Ça marque moins de points que sur sa saison rookie. Il avait aussi moins de responsabilités. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donnera sur la saison 3. Voilà, Yuta Watanabe. T'as aussi un mec comme Delano Banton qui est sorti de nulle part. Et voilà, Nick Nurse, le magicien, quoi. Bon, ça joue pas énormément, ça joue 10 minutes, 11 minutes de moyenne, mais ça fait 64 matchs et c'est solide. Et puis ça fait 2m03, 2m05. C'est vrai que j'ai pas commencé par là, mais on est sur une équipe qui a joué avec ce basket, avec que des mecs de 2 mètres. T'avais parfois sur Van Vliet qui avait le ballon, et autour que des mecs de 2 mètres, 2m03, 2m05, donc c'était plutôt rigolo, mais ça a bien fonctionné. Ça a eu quelques limites, notamment en playoff, puisque du coup tu arrives en playoff, on va avancer tranquillement, tu arrives en playoff face aux Sixers d'un Joel Embiid assez énervé, et tu fais presque le taf, tu t'es mené 3-0, donc contre Embiid, Maxi et Harden, puis tu reviens à 3-2, mais finalement voilà, ils ont été plus forts, les Sixers. Ils avaient clairement le comment on dit, le star power de leur côté, donc t'es obligé de t'incliner. Et puis en plus il y a eu ce geste, ce coup de coude de Siakam dans l'œil de Embiid, Jojo qui a dû jouer avec le masque, enfin bref. Tu termines ta saison face aux Sixers au premier tour, ce qui est pas déconnant, franchement. Les Dinos peuvent être fiers.
Et puis tu arrives à la draft et à l'intersaison tranquillement pour améliorer cette équipe, puisque mine de rien, tu as deux, trois choses à améliorer. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, on va pas se mentir. À la draft, tu chopes au second tour Christian Coloco, donc pivot camerounais de 2,16 m. Et j'espère qu'il est prêt. J'espère qu'il est prêt à jouer au basket parce que y a personne d'autre en vrai sur le poste de pivot dans cette équipe, à part Chris Boucher, Pascal Siakam qui joue lui du coup en poste de pivot, mais c'est compliqué quand tu dois défendre contre des gars comme Joel Embiid typiquement. Va défendre sur Joel Embiid, puis après attaquer avec toutes les responsabilités offensives qu'il a. C'est très très dur, donc j'espère que quand il y a des gros pivots comme ça qui seront en ville, Christian Coloco pourra avoir des minutes et voir ce que ça donne. Je l'ai dit, Nick Nurse est un peu un magicien du coaching, donc il peut le développer tranquillement et en faire une arme défensive et même offensivement. Quand tu fais cette taille-là, en général, tu peux faire du rim run. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour le rookie. Côté arrivée, tu as Otto Porter qui débarque pour 12 millions en tant que free agent. Je trouve que c'est une super sortie, un super apport en sortie de banc. Il est capable de prendre feu, on connaît le surnom automatique, donc c'est capable de prendre feu de loin, et puis il est parfait dans cette line-up avec que des gars de 2,03 m, puisque ça doit être sa taille globalement, 2,03 m, 2,05 m. T'as Josh Jackson aussi qui arrive dans sa 5e équipe en autant d'années en NBA, je crois. Donc ça va être compliqué de lui faire confiance. Pareil, on est sur un mec qui fait... il fait quoi lui? Il fait 6,8. Josh Jackson 6,8. Donc voilà, 2,03 m. Je sais pas trop quoi en penser. Pourquoi pas? Ça peut être une belle carte en sortie de banc aussi. Mais comme je l'ai dit, c'est compliqué lui depuis qu'il est arrivé en NBA. Donc à voir. Côté prolongation, on a Chris Boucher qui prolonge 3 ans, 35 millions, c'est parfait. Franchement, contrat il est propre, il est hyper important dans cette équipe. C'est le 6e homme, j'en ai pas parlé, mais il était dans la course au 6e homme quoi, donc l'année dernière. Donc il peut continuer à y être. Très important. Et puis un petit contrat, franchement, quand tu es payé 12 millions la saison, c'est cadeau aujourd'hui en NBA. La prolongation de Tadeusz Young, comme je l'ai dit, il s'est bien intégré. C'est un vétéran, il connaît la NBA, donc pareil, en sortie de banc, ça va faire le travail. Et puis côté départ, t'as pas grand chose. Mikhailuk, Bonga, Yuta Watanabe, ouais, j'en ai même pas parlé sur l'année dernière, mais c'était des role-players de sortie de banc, donc ils ont bien été remplacés, je trouve. Donc c'est pas des départs hyper importants. T'as signé un petit two-way contract pour Ron Harper Jr. Voilà, je le place là, j'avais envie de quand je l'ai vu sur le roster, ça m'a fait marrer, donc j'avais envie de le dire. Et voilà, c'est globalement tout ce qu'a fait Masai Ujiri sur l'été. C'est pas grand chose, mais des petits mouvements qui peuvent être intéressants et te faire step up. Ça va être compliqué, puisque on va se projeter tranquillement sur la saison 2022-2023 et les objectifs des Raptors, mais ça va être compliqué de faire mieux que l'année dernière. Je voulais rajouter quelque chose. Je crois que Van Vliet et Siakam sont en contrat. Cet été, ils peuvent prolonger leur contrat, puisque, si je ne dis pas de bêtises, les deux contrats se terminent en 2023-2024. Et typiquement, Van Vliet, il a une player option à 22 millions, presque 23. Honnêtement, il la prendra pas. Parce que quand tu vois qu'un Tyler Hero, il est payé 30 millions, plus de 30 millions la saison, clairement, le sosie officiel de Drake peut demander largement les 30 millions, donc je pense qu'il ne prendra pas la player option. Donc à voir si ça se fait, je ne sais pas jusqu'à quand ils ont pour étendre les contrats, donc à voir si ça se fait après la sortie du podcast. Je vois pas le futur, donc j'aurai pas cette information. Donc on va pouvoir se projeter tranquillement vers la saison prochaine. Et j'ai noté une année de surplace ou de régression, puisque avec les équipes autour des Raptors, on a vu les Cavs énormément s'améliorer avec l'arrivée de Donovan Mitchell, l'année du numéro 2 d'Evan Mobley, voir ce que ça va donner. Atlanta aussi, pareil, à Atlanta ils avaient foiré leur saison l'année dernière, donc ils sont allés chercher un mec qui va pouvoir apporter défensivement et soulager Trae Young sur le rôle de meneur. Donc ils se sont fortement améliorés. Et côté Raptors, t'as pas ça. T'as une équipe qui est hyper collective, avec tous ces mecs de 2,05 m là, mais t'as pas ce joueur qui va faire que tu t'es fortement amélioré et qui va te rendre contender, même si on en est encore loin. Défensivement, j'ai
aucun problème avec cette équipe. Ça va être énorme. Déjà, c'était top 10 l'année dernière. Il n'y a pas de raison qu'il fasse moins bien. Van Vliet, je l'ai dit, Van Vliet est petit, mais il est capable de bien défendre. Et puis après, tu as Gary Trent, pareil, qui se donne. OG Anunoby, Scotty Barnes. Je suppose que c'est pour ça que je l'ai noté. Ron Harper Jr., on verra hein, ce que ça donne, mais ça va défendre. Precious, il est capable. Siakam, il est capable. Boucher, Young. Ah, j'ai oublié Juancho Hernan Gomez. Pourtant, je l'ai noté. Ah, mais j'ai sauté l'arrivée de Juancho Hernan Gomez. Je regardais dans le roster. Et évidemment, ça, c'est une belle arrivée. J'aime bien. Ça va apporter du spacing et un apport clair offensivement. Donc voilà, petit retour en arrière. Mais Hernan Gomez qui débarque dans cette équipe. J'ai pas noté le contrat, par contre. Donc je ne saurais vous dire. Mais du coup, comme je le disais, défensivement, c'est très très costaud. Avec Nick Nurse aux commandes, en plus, je fais 100% confiance à ce coach. Il est méga bon. À voir s'il va tirer encore sur ses, euh, sur ses titulaires. Je... C'est pas le but non plus, puisque le but c'est d'arriver frais, on va dire, en playoff et de tenter de passer un tour. Ça va être l'objectif. Si tu veux ni faire du surplace ni régresser, l'objectif ça va être de passer un tour. Et ouah, ça va être compliqué, mais aussi il faut prendre soin de ses titulaires puisqu'ils sont méga importants en playoff. Je ne vous apporte rien. Donc à voir comment il va s'adapter. L'effectif ne bouge pas beaucoup. Il y a juste certains role players qui vont potentiellement améliorer cette équipe. Je le dis, Otto Porter, j'aime beaucoup cette arrivée. Je vais bien regarder ce qui va donner du côté du Canada. Mais par contre, du coup, j'ai quelques questions sur le plan offensif quand même. Van Vliet et Siakam sont largement capables de porter cette attaque. Avec un Gary Trent, t'as du spacing, mine de rien. Bon, Scotty Barnes, c'est plutôt compliqué, mais OG, il est capable de tirer de loin. Siakam, il sait faire. Les gars sur le backcourt, j'en parle pas. Mais après, sur le banc, c'est pas tip top. On va voir ce que va donner Malachi Flynn. C'est pareil, sur le backcourt. Si tu fais pas jouer un mec de 2m03, donc si tu fais pas glisser OG ou Barnes en 2, un Josh Jackson, ça peut jouer 2 même à l'heure actuelle s'il revient bien, enfin s'il arrive un jour à s'intégrer dans une équipe. Sur le backcourt, t'as pas d'autres gars qui peuvent vraiment envoyer du bois. Donc Malachi Flynn, petite pression sur lui, on va dire, c'est sa 3e année. Il va falloir qu'il apporte beaucoup de scoring en sortie de banc. Donc je l'attends là-dessus. Et sur le reste, offensivement, c'est un peu compliqué. Je pense que si tu veux vraiment passer un step offensif, Scotty Barnes a intérêt d'être incroyable sur sa saison sophomore. Là, on a un bel exemple d'un autre rookie que j'aime beaucoup. Un autre joueur que j'aime beaucoup qui est Anthony Edwards. Il a fait une saison sophomore de grand malade, surtout arrivé en playoff. Donc, si tu veux passer un step, Scotty Barnes, à voir. Est-ce que c'est un. Surtout qu'il n'y a pas de vrai franchise player dans cette équipe. Est-ce que c'est Siakam? Est-ce que c'est Van Vliet? Est-ce que, comme chez les Wolves, Scotty Barnes va montrer et dire bah voilà les gars, moi j'ai cette mentalité de franchise player, je peux mettre l'équipe sur mes épaules dans les gros moments, dans les moments lourds, même si Van Vliet sait aussi le faire. Je veux être le franchise player et à voir comment il va se développer sur sa 2e année. J'ai bien hâte. Voilà, vous savez, j'étais très heureux qu'il gagne le Roy et hyper impressionné de sa saison, de sa première année. Donc je vais mettre ma petite pièce sur Scotty Barnes, sur l'explosion et s'il peut faire passer un step encore à cette équipe, je pense que ça peut passer par lui. Et voilà, après globalement, on a fait le tour. Les objectifs, continuer à bien défendre. Continuer à bien défendre, essayer d'améliorer un petit peu cette attaque avec Nick Nurse, avec le matériel qu'il a, et puis tenter de passer un tour de playoff, ce qui va pas être une chose aisée. Si je dois me projeter un peu sur le classement, le top 6 va être compliqué à avoir. Et puis encore, j'ai même pas parlé de potentielles blessures. Par exemple, OG Anunoby qui est un peu injury prone. Voilà, typiquement, j'aurais bien aimé le voir exploser. Je pense que maintenant, il y a plus de chances que ce soit Scotty Barnes qui prenne ce rôle de franchise player que Anunoby. Donc, on verra. Il ne faut pas que tu aies de blessure, évidemment, puisque c'est même s'il y a de la profondeur,
C'est un roster qui tient sur quelques joueurs très importants, donc il faut pas de pète. Je voulais dire le classement. Top 6, ça va être compliqué. Tu peux accrocher le top 8, honnêtement, entre si tu chopes pareil là, à la 5e place, parce que tu as les Nets, on sait pas ce que ça peut être premier comme ça peut être dernier. Boston aussi, même si ça a l'air d'aller, t'as plus le même coach, ça va être un petit peu tendu toute la saison. On n'est pas à l'abri de quelques surprises, donc j'ai confiance. Les Raptors, ça peut aller chercher le top 6. Sinon, ce sera dans le play-in et j'ai aucun doute que cette équipe puisse sortir du play-in. Voilà pour le petit tour de Toronto, à dos de dinosaures. Tiens, plutôt sympa ça, ce coup-ci. Du coup, on va aller dans la conférence Ouest. On va parler de Utah et attention, ça va faire mal. Là, les fans du jazz, j'espère qu'ils sont accrochés. C'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Donc le Jazz a terminé 5e de la conférence Ouest avec un bilan de 49 victoires et 33 défaites. Et bon, je spoil personne en disant que c'est la saison de l'explosion. Ça y est, cette équipe qui faisait un peu du surplace, qu'on attendait step up, puis step up de nouveau, step up encore. Finalement, c'est la fin d'une ère. Bon, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé cet été, mais ça vient après une régulière très moyenne finalement, puisque 49 victoires, c'est beaucoup moins que ce qui pouvait arriver à cette équipe. C'est pas énormément moins que la saison 2021, je crois, mais il n'y avait que 72 matchs, parce que tu fais 52-20, mais en termes de pourcentage de win, c'est un peu plus crado déjà, et puis 5e place, pas de l'avantage du terrain en playoff, et puis tu commences à jouer les Mavs sans Luka, bref, on va y revenir de toute façon sur les playoffs, mais du coup, une équipe beaucoup moins bonne globalement. Pourtant, sur les ratings, c'était la meilleure attaque de la NBA. En même temps, je crois que tu es l'une des meilleures équipes à 3 points encore, si ce n'est la meilleure. En termes de 3 points, tu es la deuxième équipe qui marque le plus de 3 points. Et la deuxième équipe qui en tente le plus aussi, je crois, juste derrière les Wolves. Donc, meilleur offensive rating, 9e defensive rating. Ça, c'est plus bas que d'habitude. Mais Rudy Gobert l'a dit, et on l'a très bien vu quand il était blessé, le Frenchie. Cette défense, sans lui, elle est absolument absente. Elle n'existe pas. Il l'a dit que voilà, les arrières qu'il ne nommait pas ne faisaient pas le travail sur leur partie du terrain. Donc très décevant. Et puis on va commencer tout de suite à parler des joueurs directement. Le premier, Gobert, notre Français, 3 fois Dipoy, qui du coup a joué 66 matchs. Je l'ai dit, petite blessure, d'une dizaine de matchs manqués sur la blessure, je crois. Énorme saison de Rudy Gobert, 15,6 points, 14,7 rebonds. Il est meilleur rebondeur sur la saison, toujours incroyable en défense et puis beaucoup trop absent en attaque. D'un côté, c'est sa faute parce que très limité en attaque, mais aussi puisqu'il est oublié par notamment Donovan Mitchell sur certaines séquences. C'est vrai que c'était aberrant de voir certaines images cette saison. Mais du coup, la transition est parfaite sur Donovan Mitchell, qui fait des très très bonnes stats, honnêtement, presque 26 points par match, 5 passes, 4 rebonds. Je crois que c'est début de saison qui est compliqué, et puis après, il rentre en marche, et ça fait très 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 mal. Mais on voit que c'est pas un super leader, en vrai de vrai. Et je pense qu'il sera bien au Cavs aussi pour ça, parce qu'il aura le rôle de meilleur joueur, on va dire, mais pas forcément le rôle de leader, franchise player, puisque c'est Darius Garland qui est là depuis longtemps et qui a ce rôle de leader. Donc il sera très bien en arme offensive ultime, mais c'est pas un bon leader. Ça fait des stats et à côté de ça, la défense c'est catastrophique. Et puis c'est tout quoi. Ouais, pas un bon leader. La troisième tête de dans cette équipe censée être un monstre à trois têtes, pardon. Mike Conley. Mike Conley qui fait, après sa saison dernière où il était All-Star, une saison très très décevante franchement, sur les chiffres, c'est pas top, et puis absent, je sais pas, ça a toujours été un joueur discret, mais là vraiment, voilà, sans saveur, j'ai rien à dire sur Mike Conley, quoi. Il fait pas une super saison, il n'a pas été incroyable,
Et puis c'est pareil en playoff, c'est catastrophique. Donc c'est bien, c'est un joueur qui se donne en défense par exemple. Mais ouais, pour 30 millions la saison, ou même plus, si ça se trouve, envoyer à peine 13 points et 4 passes de moyenne, c'est bien bien dégueu. Mais bon, on va pas juger. Au moment où il a signé ce contrat-là, il le méritait. Là, c'est très très compliqué. Le fit c'est jamais rentré dans cette équipe en fait. C'est jamais rentré en marche et du coup, ben, il y est toujours. Le pauvre, c'est le seul qui est toujours à Utah, mais avec des joueurs complètement différents. Donc on verra ce que ça donnera. À côté de ces trois-là, tu as Royce O'Neal qui fait son taf dans le 5 majeur, Bojan Bogdanovic, évidemment, on en reparlera un petit peu, ce sniper ultime, qui tourne quand même à 18 points. 18 points par match, deuxième meilleur scoreur de l'équipe. En sortie de banc, Jordan Clarkson, évidemment, moins en forme que sur la saison précédente, pas mal de vendanges, 32% à 3 points à peine, 31,8% de loin, c'est vraiment crado pour 8 tentatives je crois, donc c'est absolument énorme. Donc voilà, en plus en deçà, Joe Ingles ben, qui a été blessé, qui joue quand même 45 matchs, mais qui est blessé, qui est tradé à la deadline. J'ai pas noté où est-ce qu'il avait été envoyé, j'ai peut-être cette info-là, si j'ai quelques secondes. Ah oui, bah oui, chez les Bucks. Donc c'est une première pièce, on va dire, de cette équipe compétitive, même si c'était annoncé fin de saison pour lui, qui s'en va. Et ce ne sera que le début. Derrière Gobert, tu as du Hassan Whiteside, Trent Forrest, Eric Pasquale en sortie de banc. Bon voilà, il n'y a pas d'autres joueurs. Jared Butler, tiens, le rookie qui a joué, ouais, il joue des 8 minutes par match, quoi, donc c'est pas très significatif. Rudy Gay, pareil. Rudy Gay assez décevant. J'aimais bien cette petite arrivée sur le banc, ce vétéran qui allait pouvoir faire le travail. C'est pas du tout le cas non plus, donc gros flop, quoi. Même si tu finis cinquième, c'est pas tip top. Et puis tu arrives en playoff, donc sans l'avantage du terrain, mais il n'y a pas Luka Doncic en face. Donc on se dit franchement, il n'y a pas Luka, là c'est gratuit. C'est gratuit pour le Jazz, même si tu dois gagner, même si tu dois laisser un ou deux matchs, allons-y. Et en fait, tu tombes sur un problème qui s'appelle Jalen Brunson, qui est en feu, complètement en feu, et ça démarre très mal puisque tu fais une victoire et deux défaites en l'absence de Luka. Et au final, bah, tu sors encore au premier tour. Je sais pas, c'est la troisième saison de suite. Je vais aller vérifier ça vite fait. Ah non, je dis des bêtises, puisqu'en 2021, tu joues les Clippers en demi-finale de conf, évidemment. Dans la bulle, tu sors au premier tour après avoir mené 3-1. En 2019, c'est pareil. Bon, après, ça sert à rien de remonter plus loin, mais voilà, encore un premier tour, encore du surplace. C'en est trop. Et Danny Ainge a pris la place de general manager dans l'équipe. Et Danny, il aime bien faire des dingueries durant l'été. Du coup, bon, et puis c'est vrai que, j'en ai pas parlé, mais il y avait cette relation fragile entre Rudy et Donovan Mitchell. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc très compliqué. Quand tu es deux stars, en tout cas, on a l'impression, puisque après on n'est pas vraiment en interne, mais dans les médias, on entend certaines choses, et tu te dis, ah ouais, ça s'entend vraiment pas du tout. Donc c'est compliqué d'avancer avec une équipe comme ça. Danny, il dit, ok, bon, on arrive au terme d'un cycle, donc déjà, bye bye Quinn Snyder, le coach qui était là depuis très très longtemps. Quinn Snyder, c'est combien de saisons? Depuis la saison 2014-2015, donc 8 saisons à la tête du Jazz. Donc ciao Quinn, un accord commun je crois. Et puis bonjour Will Hardy, du coup un ancien des Spurs, encore une fois, qui était assistant coach à Boston, assistant d'Ime Udoka du coup. À voir ce que ça donnera. Honnêtement, je le connais pas du tout, mais c'est un ancien des Spurs. Il a fait la saison de malade avec les Celtics l'année dernière. Donc, à voir ce qu'il donnera avec un effectif plus ou moins potable. De toute manière, on est en pleine reconstruction côté Jazz, donc t'attends quoi d'un coach il impose, qu'il essaie d'imposer sa patte, hein. Je l'ai déjà dit sur les coachs qui ont des jeunes équipes là, ils essaient d'imposer leur patte, c'est pas forcément facile, ou ça peut l'être tout à fait quand t'as des joueurs qui sont à l'écoute du coach, ou
quand tu as un charisme de fou. Donc on verra bien ce que donnera Will Hardy sur le banc. Et puis, du coup, tu trades tes gros joueurs. Gobert, le premier énorme trade, je crois que c'est le plus gros trade de l'été avec Donovan Mitchell en fait. Ouais, c'est les deux plus gros transferts de l'été. Donc 9 saisons chez le Jazz. Il avait connu que cette équipe. Il était tradé. Il a été drafté là-bas. Donc fin d'un cycle, je l'ai dit. Tu envoies Gobert à Minnesota et tu récupères Pat Beverley, quasiment tout de suite envoyé aux Lakers pour Taylor Horton Tucker et Stanley Johnson, donc deux jeunes plus ou moins de potentiel. On verra ce que ça donnera sur la saison, si ça va vraiment jouer. THT, j'en doute pas trop, en sortie de banc, ça peut faire le travail. Encore, je me suis pas trop penché sur le 5 majeur, je vais regarder ce qu'on peut faire, mais ça va jouer. Et Stanley Johnson, un joueur que j'ai beaucoup aimé côté Lakers, pareil. Enfin, jeune, il est 96, mais ça reste un jeune joueur quand même. Malik Beasley aussi qui débarque. Jared Vanderbilt, ça c'est assez énorme quand même. C'est un joueur qui a du bon potentiel sur le poste 3 là. Leandro Bolmaro, Walker Kessler, tiens, le nom que je ne retrouvais pas hier, le pivot, gros défenseur de Auburn qui jouait à côté de Jabari Smith, qui tournait à 4,5 blocs par match, ce qui est absolument énorme. Donc gros potentiel, on va dire. Il n'avait pas été pick très haut, mais un bon potentiel, plus 5 tours de draft. Donc ça faisait 6 tours de draft en tout, mais comme il y avait celui de cette année, on connaissait le joueur. Donc 6 tours de draft plus tout le package que je vous ai dit, c'est un truc de malade. Honnêtement, de belles petites arrivées. THT, Stanley Johnson, Vanderbilt, bon voilà, ça va faire office de co-franchise player avec les Colin Sexton qui sont arrivés par la suite et les Lauri Markkanen. Sur le papier, franchement, tu as un 5 majeur qui peut être vraiment pas dégueu, on va le voir juste après. Mais du coup, ton été se calme un petit peu et puis à la fin de l'été, là, début septembre, fin août, le trade, 3 septembre, le trade de Donovan Mitchell qui est envoyé lui du côté de Cleveland contre Lauri Markkanen, Colin Sexton qui va signer dans la foulée un contrat de 4 ans pour 70 millions. Franchement, il est très bien ce petit contrat, je l'aime beaucoup. Ça fait quoi ça, 17-18 millions par match. C'est ce que gagne un D'Angelo Russell actuellement. Colin Sexton qui sort d'une année galère avec des blessures. Je ne sais pas s'il est revenu derrière sa blessure. Sexton, je ne crois pas. Je vais aller vérifier. Il joue 11 matchs et après, non, c'est fin de régulière pour lui. Donc qui sera sur le retour et qui aura envie, connaissant le bonhomme. Il a fait des grosses saisons quand même du côté de Cleveland. Hein. 24 points par match, 20 points par match. Qui aura envie de se donner pour cette équipe du Jazz. Tu récupères aussi Ochai Agbaji, pick de draft numéro 14, si je dis pas de bêtises, 14 ou 15, en tout cas milieu du premier tour finalement. Un guard bien athlétique, on va voir ce qu'il va donner. Agbaji, il était peut-être projeté un peu plus haut. En tout cas, il est NBA ready clairement. Donc, à voir ce que ça donnera. En sortie de banc, il a toutes ses chances. Donc, je regarderai un petit peu ce petit rookie. Et puis, donc, ça, c'est pour le trade de Cleveland. Ah, puis évidemment, 5 tours de draft aussi. Des premiers, des seconds, je me souviens plus bien. Mais pareil, un package. On voit Danny Ainge, il s'y connaît. Hein. Il s'y connaît en échange, il récupère 10 tours de draft pour 2 joueurs, ça va fort. Le mec est très fort. Et après, enfin, fin septembre, tu envoies Bojan Bogdanovic du côté de Détroit contre Kelly Olynyk et Saben Lee qui est coupé lui dans la foulée, mais tu gardes Kelly Olynyk, un vétéran qui est tout à fait correct dans la NBA, donc pourquoi pas le mettre sur le terrain. Et voilà, tu te retrouves avec un effectif complètement changé, avec un nouveau coach. Et franchement, bon, le but du jeu, ça va être la loterie, je pense, parce qu'il y a un autre pivot français qui a l'air pas dégueu, que le Jazz pourrait récupérer. Mais franchement, il a fait le boulot, Danny. Il a échangé tout le monde, sauf Mike Conley. Alors, je me souviens plus s'il y avait des rumeurs, ou si personne n'en voulait, ou si tout simplement il voulait le garder. Je crois qu'en plus, il est dans sa dernière année de contrat, ou je dis une énorme ânerie.
Faites voir un peu les contrats. Mike Conley, non, il est dans son avant-dernière année de contrat et il touche 22 millions. Ok, je me suis enflammé, il touche pas du tout 30 millions, ça va, bon. C'est un peu dégueu quand même, mais 22 millions sur la saison 2022-2023. Et du coup, pour se projeter un peu, j'ai commencé à le dire. Je pense que cette équipe, le but du jeu, ça va être de continuer de faire le ménage. Pourquoi pas trader Mike Conley en cours de saison. Si là, on se doit se faire un petit 5 majeur, allons-y. On faisait ça avec les équipes de jeunes. Là, c'est vrai que dans les grosses équipes, c'est un peu plus obvious. Mais petit Mike Conley, évidemment, l'amène. En poste 2, Colin Sexton, évidemment. En poste 3, ce sera Jared Vanderbilt, très très certainement. Lauri Markkanen sur le poste 4. Et puis un Kelly Olynyk, honnêtement, dans la raquette. T'as un petit Cody Zeller aussi qui s'est rajouté. Mais donc t'as un poste 5, un 5 majeur. Excusez-moi, je galère avec l'ordre des mots ce soir. T'as un 5 majeur qui est pas déconnant sur le papier. T'as du shoot. Franchement, Lauri Markkanen, il a montré déjà l'année dernière que malgré les blessures à Chicago et tout, c'est un joueur sur lequel tu peux compter. Il est capable d'envoyer du point. Et il est grand en plus, donc c'est toujours agréable. Et puis cet été à l'Euro, il s'est très très bien montré. Franchement, la Finlande a fait un parcours de malade, donc il n'a pas à rougir de ce qu'il a fait cet été. Donc j'aime bien cette petite arrivée. Avec Colin Sexton, je l'ai dit, année de retour, il va vouloir se montrer, il va vouloir remporter des matchs. Il sera peut-être benché pour ça parce que ce ne sera pas le but de... Avec tous les pics qui ont été récupérés par Danny Ainge, ce ne sera certainement pas le but de gagner des matchs. Mais bon, il a signé un contrat sur 4 ans, donc il sera peut-être inclus dans un projet à long terme. Pourquoi pas, pour prendre le poste 1. C'est vrai que Conley Sexton sur le backcourt, ça fait très très petit. J'en parle parce que vous savez, j'aime pas trop les backcourts qui sont aussi petits. C'est pas des super défenseurs. Ça peut le faire, mais ça va être compliqué de ce côté du terrain. Là, on passe d'une équipe hyper défensive à une équipe où il va falloir s'accrocher. Enfin, hyper défensive, surtout grâce à Gobert, vous le savez. Mais waouh, en termes de vrais défenseurs, bon là, t'as Vanderbilt qui va bien se donner, qui va faire le taf comme ça. Et après ça, wow, ça va être compliqué. Jared Butler qui est capable, qui va être dans son année sophomore. T'as récupéré aussi Nickel Alexander Walker au cours de la saison, si je dis pas de conneries. Mais il va falloir s'accrocher. Offensivement, cette équipe, elle peut un peu tourner, comme je l'ai déjà dit. Et puis, derrière ce 5 majeur, t'as du jeune, du rookie avec Agbaji. T'as toujours Jordan Clarkson en sortie de banc qui va pouvoir t'envoyer du bois. Malik Beasley, oh là là, le duo en sortie de banc, le duo Beasley-Clarkson, ça va être très très bon à voir, je pense. À qui va tirer le plus de 3 points, ça va être exceptionnel. Leandro Bolmaro, Jared Butler, t'as toujours du Rudy Gay. Et puis, je l'ai dit aussi, dans la raquette, t'as un bon gros pivot à essayer, Walker Kessler. Alors, si le but du jeu, ça va être de finir dans les derniers et d'aller chercher, pourquoi pas, Victor Wembanyama, à voir ce que tu feras de Walker Kessler si tu chopes Victor. Mais bon, voilà, ça va être ça. On continue la reconstruction. Pourquoi pas envoyer Mike Conley dans une équipe qui est intéressée pour récupérer un meneur vétéran qui est capable de beaucoup de choses, mais qui n'a pas beaucoup montré sur les dernières années. Honnêtement, je suis bien triste pour Conley. Mais c'est comme ça, hein. Ce sont les aléas d'une carrière. Et puis je pense que j'ai fait le tour du Jazz. Honnêtement, je sais pas trop quoi penser de cette équipe. On va se projeter un petit peu sur le classement aussi. Ça peut finir bien bas, comme si ça clique un petit peu. Il y a des jolis noms. Donc si ça clique un petit peu, tu peux finir 11, 12. Il suffit que les Kings fassent encore du n'importe quoi, que ça clique pas côté Portland, et puis tu te retrouves encore 12e. Pourquoi pas, si du côté du Jazz, ça envoie un maximum de points, et pour être positif, tu peux accrocher une 11e place, une 12e place, une place en play-in, pourquoi pas, j'en sais rien, j'essaie d'être positif, vous le savez toujours, mais sinon ça va finir, c'est capable de finir devant les Spurs quand même, on va pas se le cacher, c'est capable de finir devant les Rockets, déjà devant OKC j'ai des doutes, donc on verra bien, hâte de voir comment va évoluer la situation
à Utah, à Salt Lake City même, vu que c'est exactement à Salt Lake City. Donc, j'ai fait le tour des... j'ai oublié l'équipe dont on a parlé tout à l'heure dans la conférence Est, des Raptors et du Jazz. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux équipes pour la saison régulière qui arrive. Est-ce que les Raptors vont passer un tour de playoff? Est-ce que le Jazz va passer? Non, ce serait pas possible. On va pas commencer à tu passes pas un tour de playoff avec Mitchell et Gobert, c'est pas avec ce roster là que ce sera possible. Donc venez me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je vous invite à partager le podcast, à venir discuter sur Instagram. On se retrouve demain, ça y est, demain on parle des équipes qui avaient l'avantage du terrain en playoff, les places numéro 4. Si je me souviens bien, on parlera du coup des Mavs et des Sixers. C'est facile, on en a parlé pendant le podcast, donc on reparlera un petit peu des playoffs dont on a parlé aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et puis on se dit à demain, salut!